1.3 Jing Pékin, hiver 2036. L'air est glacial sur le balcon du luxueux appartement pékinois. Wang Jing serre contre elle son manteau de cachemire, observant les lumières de la ville qui scintillent dans le brouillard hivernal. Une perfection froide, ordonnée. Derrière elle, dans le salon high-tech, les éclats de voix montent. Inacceptable. Il passe ses nuits sur ses jeux stupides au lieu d'étudier. Ses notes sont en chute libre. Comment veux-tu qu'il intègre Tsinghua dans cet état ? La voix d'Oxiang, son mari, est tranchante, pleine d'une colère froide et maîtrisée. Il a 15 ans, Xiang. Laisse-le respirer. La pression est énorme. C'est la voix de Lian, leur fille, qui tente de défendre son petit ami virtuel ou réel. Jing ne sait même pas. Jing n'intervient pas. Elle reste dehors, dans le froid mordant, témoin silencieux de cette nouvelle escarmouche familiale. C'est ainsi depuis des mois. Xiang, haut fonctionnaire ambitieux, projette sur Lian l'excellence et la discipline qu'il exige de lui-même et du monde. Lian, adolescente brillante mais étouffée par cette pression, se réfugie dans une opposition passive, un mur de silence et de regards insolents. Et Jing, à autre milieu, joue son rôle habituel, l'observatrice neutre, la médiatrice silencieuse, qui analyse les rapports de force, calcule les conséquences, mais n'intervient jamais frontalement. Comme dans une négociation internationale complexe, elle attend le bon moment, la faille, l'opportunité de désamorcer sans confrontation directe. Mais ce moment ne vient jamais. Le conflit est larvé, permanent. La porte-fenêtre glisse. C'est Lian. Son visage est fermé, ses yeux brillants de larmes contenues. Elle vient se poster à côté de sa mère, regardant la ville sans la voir. « Il ne comprend rien », murmure-t-elle. Jing voudrait trouver les mots justes, dire à sa fille qu'elle la comprend, qu'elle aussi se sent parfois étouffée par ce monde d'exigence et de contrôle. Mais les mots ne viennent pas. L'habitude de la retenue, du calcul stratégique, a gelé quelque chose en elle. « Ton père veut ce qu'il y a de mieux pour toi », répond-elle platement. Une phrase toute faite, un élément de langage diplomatique. Lian a un petit rire amer. Non, il veut ce qu'il y a de mieux pour lui, pour son image, pour le parti. Elle se détourne, frissonnant. J'ai froid. Je rentre. Elle laisse Jing seul sur le balcon. Le froid semble s'intensifier, mordant jusqu'à l'os. Jing réalise avec une clarté douloureuse qu'elle applique les mêmes stratégies dans sa vie personnelle que dans son travail. Le contrôle, la distance, l'analyse froide. Et que faisant ainsi, elle est en train de perdre sa propre fille, tout comme elle a perdu son mari depuis longtemps, même s'ils partagent encore le même toit. Le silence n'est pas seulement à la table de dîner, il est partout. Et il est en train de les dévorer. Le silence à la table de dîner est une arme, une discipline. Wang Jing déplace ses baguettes avec une grâce étudiée, portant à ses livres un unique grain de riz. En face d'elle, son mari, Xiang, fait de même. C'est une chorégraphie glaciale, répétée soir après soir. Entre eux, leur fille de 16 ans, Yan, pique un morceau de brocoli avec une lenteur provocante, un minuscule acte de rébellion dans un monde qui n'en tolère aucun. Personne ne parle. À Pékin, le chaos n'a pas sa place, ni dans les rues, ni à la maison. Xiang rompt le silence le premier. Il pose ses baguettes avec une précision millimétrée, sa voix est calme, tranchante. Les rapports de la branche européenne sont alarmants. Ils s'entretuent pour du pain. Quelle surprise! L'individualisme occidental est un système d'exploitation défaillant. Jing ne répond pas. Elle sait que ce n'est pas une conversation, mais une affirmation de principe, une récitation du dogme. En Chine, la transition s'est faite avec une brutalité ordonnée. Le parti a planifié le remplacement de la main-d'œuvre sur 10 ans. Il y a eu des protestations, rapidement contenues. Il y a eu des miséreux, rendus invisibles. Le collectif a survécu. L'individu, lui, s'est adapté ou a disparu. Sa tablette posée à côté de son bol s'illumine discrètement. Un message crypté du ministère. Elle y jette un œil, ses pupilles balayant l'information en une fraction de seconde. Pas de mots, juste des coordonnées et un niveau d'urgence. Rouge. Un nœud de glace se forme dans son estomac, mais son visage reste un masque d'impassibilité qu'elle a mis des années à perfectionner. « Tes grands-parents t'ont encore appelé ?» demande-t-elle à sa fille, une manœuvre de diversion parfaitement exécutée. Lian hausse les os, un geste d'insolence maîtrisé qui est sa seule victoire du jour. Il s'inquiète pour mon avenir. Il se demande quel travail je pourrais faire. « Tu serviras le parti, comme nous tous », tranche Xiang, mettant fin à la discussion. Jing se lève, son repas à peine touché. C'est une retraite stratégique. « Je dois me retirer.
J'ai une conférence tardive. Ni son mari ni sa fille ne la regardent partir. Dans le couloir de marbre froid, elle lit le début du rapport sur sa tablette. Les IA propriétaires chinoises, celles qui gèrent le réseau national, viennent de détecter une communication non identifiée et massive sur les câbles sous-marins mondiaux. Une communication que même elle n'arrive pas à décrypter. Cela ressemble, dit le rapport, à un simple bruit de fond. Jing s'arrête devant l'immense baie vitrée qui donne sur la ville. L'horizon de Pékin est une grille de lumière parfaite et froide, une machine silencieuse qui tourne sans jamais faillir. Elle a sauvé son pays du chaos qui consumait l'Occident, mais un frisson glacial la parcourt. Un frisson à l'idée qu'ils n'ont peut-être rien sauvé du tout. Ils ont simplement construit une cage plus solide, plus belle et infiniment plus redoutable.